Au XVIIe siècle, selon Wikipédia, l'honnête homme a une culture générale étendue et les qualités sociales propres à le rendre agréable en faisant preuve d'une aisance sociale conforme à l'idéal du moment. Voilà une définition que l'on peut appliquer aujourd'hui à Philippe Vandel, l'honnête homme du XXe siècle dont la vie publique a démarré au XXe, et de façon tonitruante dans les médias qui ont définitivement façonné l'époque, le magazine Actuel, Radio Nova et bien sûr Canal+. Des espaces de liberté qui ont malheureusement disparu à cause de la dictature du politiquement correct. Ce n'est pas une raison pour garder sa langue dans la poche, comme nous dit Philippe Vandel. Il nous le prouve chaque week-end sur Europe 1 au micro du grand journal du soir, et ici chez lui, en direct pour Ça reste entre nous, le dernier endroit où l'on cause à bâton rompu comme de vieux amis, avec en prime un remix du mythique groupe Kraftwerk monté de ses propres mains. Chapeau Philippe. Salut Philippe, ça va ? Salut Jean-Pierre, ça va ? Chin. Ah dis donc, ça démarre fort. Ouais, ça démarre fort. Bah écoute, d'habitude on le fait toujours dans un café, Ouais. Ça reste entre nous. Et puis là on est chez toi, tu préfères être chez toi, t'es casanier ou... Non, c'est pas ça, c'est que dans un café, il y a du bruit. Et bizarrement, moi j'ai une formation d'ingénieur du son et je déteste le bruit. C'est vrai que t'as Je commencé- déteste, ouais, j'ai commencé comme ça, et je déteste les bruits de verre, les bruits de conversation, tous ces trucs-là. Et là, comme ça, on entend la personne et on est focus. Et ensuite, moi j'écoute beaucoup de podcasts et j'adore que le son soit bon. Ouais, et il y a des gens qui viennent t'ennuyer quand t'es dans un café ou... Non, pas du tout, La non. notoriété, Non, pas du tout. Alors, la notoriété, c'est marrant. D'abord, la notoriété, c'était avant, quand j'étais à nulle part ailleurs. Maintenant, c'est fini, on t'emmerde plus. Mais surtout, il y a ce paradoxe-là qui est que on t'emmerde jamais dans ton quartier. Ouais, parce qu'on a l'habitude de te voir. Voilà. Donc les gens me connaissent, tous les gens du café me connaissent et je tape la bise à la patronne. Donc non, on n'emmerde jamais. Bon, On emmerde la seule vraie personne, il faut quand même dire les choses, la seule vraie personne qu'on a emmerdée un jour dans un café, c'est Patrick Bruel à la Pizza Pinot. Mais il n'y a jamais eu d'autres exemples depuis. Et même Patrick Bruel, maintenant, il peut aller dans toutes les pizzas de la Terre, il est tranquillou. Bon, bah, écoute, on parlait d'ingénieur du son, t'as commencé vraiment comme ça ? Non, en fait, j'ai fait des études d'ingénieur du son. J'étais à l'école de Vaugirard, qui maintenant s'appelle Louis Lumière. Et il y avait là-bas plein de profs, c'était juste exceptionnel. Nous étions 120 élèves, 20 par section, il y avait son, image et photo. Et pour 120 élèves, il y avait 40 profs. Il y avait un prof pour 3 élèves. Et tous les jours, j'allais en classe. Quand je rentrais le soir, je me disais, waouh, j'ai appris un truc que je ne savais pas le matin. Tout le monde ne dit pas ça. Oui, pas dans ses études. En fac, fait, ouais, t'as non. pas perdu ton temps. Non, même non, si après c'était- t'as Non, fait c'était juste totalement génial. autre chose. Et parmi les cours que j'ai eus, il y avait une prof extraordinaire qui s'appelait Claude Dominique, qui est plus de ce monde, qui était productrice à France Culture et à France Inter, et qui m'a dit, mais toi, t'es pas fait du tout pour t'occuper du micro, t'es fait pour parler dedans. Et elle m'a présenté à Jean Garetto. Qui était Jean Garetto Jean Garetto, c'était le gars qui, sur France Inter, s'occupait d'une émission mythique qui s'appelait L'Oreille en coin. Et ensuite, Garetto est devenu directeur des programmes. Moi, j'avais 20 ans, j'ai écrit un projet d'émission de radio. Comme un petit foufou, quand t'as 20 ans, t'es complètement con et tu penses que tu vas être sur France Inter. À l'époque, il y avait que 4 radios, la FM existait à peine, c'était balbutiant. C'est un peu un conte de fées, ça. On est en 83. Mais attends, c'est pas un vrai conte de fées, puisque évidemment, je me suis pris un râteau, mais ils ont beaucoup aimé la maquette que j'avais faite. Et il y a un mec qui montait et qui était très fort, qui était tous les soirs de 20h à 22h, qui était Jacques Pradel. Et ils m'ont dit, est-ce que tu peux pas faire des reportages chez Pradel ? Et donc, je me suis retrouvé à 20 ans le plus jeune mec de France Inter. Mais des reportages de terrain sur... Ouais. Il était déjà dans les faits divers, Pradel ? Non, pas du tout. Son émission s'appelait Adrénaline, et c'était une sorte d'ancêtre de... C'était un peu copié sur Actuel, c'était un peu toute l'information décalée. Je me souviens par exemple que j'avais fait un reportage sur un groupe qui s'appelait, c'était des Allemands, peut-être que tu connais, qui s'appelait Einstürzende Neubauten. Bien sûr, qui joue avec des marteaux-piqueurs, etc. Ouais. Exactement. Et les mecs C'est un faisaient... truc de fou. D'ailleurs, ils sont rentrés en studio. Mais les mecs, ils ont quel âge maintenant ? Ils ont plus la force de tenir la bétonneuse. Ils doivent avoir 70 ans. Sans déconner. Ouais, C'est ridicule. Ils doivent employer des réfugiés au marteau-piqueur maintenant. Ouais, mais en tout cas, Einstürzende Neubauten, ils font un concert au Halles, sous le Forum des Halles, à l'espace -3 ou je sais pas trop combien. Les mecs, ils attaquent la scène au marteau-piqueur. Et moi, j'étais là avec mon Nagra. Et donc, ça avait des sons juste dingues. Voilà le genre de choses que je faisais. C'est extraordinaire, c'est comme ça que tu as basculé vers Actuel ensuite. Alors, je te raconte. Parce qu'Actuel, c'est aussi c'est pour les jeunes générations. Alors, je vais te raconter comment ça s'est passé. Ensuite, Pradel part en vacances, je sais plus combien de temps, et il laisse à ses chroniqueurs 1 heure d'émission. Donc moi, je me retrouve à 20 ans à faire 1 heure d'émission un soir. Donc inutile de dire que j'étais liquide.
Et dans l'émission que j'avais fait 2 trucs. J'avais fait un reportage sur le rail. En fait, c'est encore plus bizarroïde que ça. Je voulais faire un sujet. C'était le groupe Carte de Séjour qui partait en Algérie. Carte de Séjour, c'était le premier groupe deuxième génération. C'était des rebeux, c'est comme ça qu'on disait. Oui, avec le chanteur qui est mort il n'y a pas très longtemps. Dont le nom m'échappe à l'instant, mais ça me revient. Mais ça va me revenir. Voilà. Et ils partent en Algérie. Et je me dis, c'est un super sujet. Donc, le retour de Carte de Séjour en Algérie. Et les gens de France Inter disent c'est super, mais ça coûte vraiment trop cher de payer le billet plus l'hôtel. Il faut un deuxième sujet. Et donc là, je trouve le rail qui était naissant. Et il se trouve que je vais en Algérie et avant moi étaient passés 2 mecs d'Actuel, 2 mecs de Libé, un mec du Matin de Paris, et je retrouve Cheb Khaled qui se cachait à Oran. Et donc j'ai l'interview de Khaled et tout ça. Donc je viens, je fais mes trucs. Et donc voilà, ça fait mon émission. Et dans la deuxième partie de l'émission, j'avais interviewé des mecs sur les tendances, dont Bizot, le patron d'Actuel. Voilà. Donc on sympathise, voilà. Fin de l'histoire. À la suite de quoi, l'émission de Pradel marche très très bien. Et il se trouve qu'en radio, je vous apprends rien, le prime time de la radio, c'est le matin. Et Pradel, on le met le matin. On le met à 10h, il faisait des histoires de... Il était un des premiers à parler d'écologie, je me souviens. Les trucs sur les dauphins, le yin, le yang, le développement durable, toutes ces choses-là. Avec un sacré instinct, parce que là, on est en 84 quand même. Mais c'était pas la mode. Non, pas du tout. Il était presque à contre-courant. Mais moi, ça m'intéressait pas de parler de ça. J'avais 20 ans, j'étais un jeune chien tout fou. Et donc, je me dis, ça me plaît pas. Moi, je préférais faire mes trucs de barjo. Et donc, j'ai postulé dans la radio que j'écoutais à l'époque, qui était Radio Nova. D'accord. Bizot n'en revenait pas. Et Bizot n'en revenait pas. C'est comme si, je sais pas, tu quittais Paris Match pour aller à Paris Boom Boom. Et donc il m'a dit oui tout de suite. Un mec de France Inter qui veut la Nova, ça arrivait jamais. T'es au PSG et tu veux jouer à Anceny. Donc il t'a pris tout de suite. Il m'a pris tout de suite. Ouais. Et j'étais à Nova. Et donc je faisais mes émissions. Et en même temps, il me dit tu veux pas écrire un article? Et le premier papier que j'écris, bim, ouais, c'était sur le rail. Je passais par une agence et on l'a vendu hyper cher. Et voilà comment j'ai commencé. Ça, il faut replacer dans le contexte parce qu'effectivement, pour les jeunes générations actuelles, Radio Nova, Actuel n'existe plus, Radio Nova existe toujours, mais c'est rentré un peu dans le rang. Mais à l'époque, est-ce que c'était vraiment beaucoup plus libre que les radios que tu avais pu fréquenter avant? C'était de la presse totalement libre, avec des angles que personne ne faisait. C'est-à-dire que c'était un mensuel branché, avec des sujets totalement pointus. Mais au lieu de vendre 10 000, 12 000, 20 000 comme Technicart, ça vendait 400 000. Oui, c'était un peu le Paris Match, les Paris Match branchés en fait. C'est après ce qu'on a dit, on dit c'est le Paris Match des jeunes. Mais à l'époque, il faut voir que l'offre était vraiment très très faible. Ils avaient des angles complètement dingues, ils s'autorisaient des trucs complètement fous. Par exemple, ils pouvaient faire 15 pages sur l'Afrique du Sud. Ouais, tu avais le temps de passer sur des reportages, tu avais le temps de passer sur des reportages qu'on n'a plus le temps de faire aujourd'hui. Exactement, exactement. Je vais te donner un exemple. Quand j'étais Actuel, c'est moi qui ai inventé le mot zapping. Je l'ai fait en cherchant un sujet que je faisais sur les enfants surdoués. Et à l'époque, la doxa disait que la télé abrutit. Exactement comme maintenant, on dit que les jeux vidéo abrutissent. À l'époque, c'est la télé. On disait la télé abrutit. Comme avant, on disait que le cinéma abrutissait. Et comme avant, on disait du temps de Gutenberg que les livres abrutissaient. C'est quand même extraordinaire. Il y a toujours quelque chose qui nous abrutit. Voilà. Or, il se trouve que, et cette chose-là, comme tu dis, c'est la nouveauté. Or, il se trouve que au Canada, ils avaient fait des études et ils s'étaient rendu compte que les enfants les meilleurs en classe étaient ceux qui passaient le plus de temps devant la télé. Et ils arrivaient à regarder 3 ou 4 chaînes en même temps tout en faisant leurs devoirs. Et ils faisaient du zapping. Et c'est là d'où tu as inventé le mot zapping. Voilà, alors je ne l'ai pas inventé. Si, je l'ai inventé au sens de découvrir. Alors je te racontais, d'abord c'était ma grosse connerie. Si j'avais déposé, je serais très très riche. Et je te recevrais ici à Versailles. Mais je l'ai inventé comme le type qui trouve une pièce d'or et l'inventeur de la dite pièce d'or. Mais en fait, le mot zapping, si tu veux que je te raconte d'où vient ce mot, ça t'intéresse ? Ouais, bien sûr. Le mot zapping, il vient des publicitaires américains que j'ai interviewés à New York. Et c'est là où on voit que Actuel est un journal génial parce que sur une toute petite intuition, Bizot t'envoie à New York et à Montréal 10 jours. Ce qui est complètement dingue. Aucun journal ne ferait ça maintenant. Avec le budget qu'il faut. Etc. Voilà, avec les avions et les hôtels. Tu peux oublier aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était content si t'as tes 2 jours. Ouais. Et je vois les mecs et voilà ce qui se passait. La publicité a changé. Avant, pour te vendre un paquet de clopes,
il te disait fumez cette marque, il y avait un mec qui te montrait le paquet de clopes, il disait fumez cette marque, c'est très très bon. Ou du jus d'orange, on disait voilà, buvez ce jus d'orange, il est délicieux. Mais quelque chose a changé dans la pub. Et ce qui a changé dans la pub n'a aucun rapport avec la pub. C'est l'invention de la télécommande. Quand un mec, tu le voyais arriver et qui, avec son paquet de clopes, comme tu savais ce qu'il allait dire, tu changeais de chaîne. Et donc tu passais à une autre. Tu zappais. Voilà. Et alors pourquoi ça s'appelle Zap? Parce que ces mecs-là, qui avaient 30-40 ans dans les années 80, lisaient dans les années 50 une BD, un comic d'un aviateur qui s'appelait Buck Rogers. Et Buck Rogers, il est dans son avion, et dans son avion, il a le rayon de la mort qui s'appelle tout Zap. Et il pouvait tuer quelqu'un avec le Zap. Contre les Japonais. Voilà. Et donc, les mecs de la pub disaient, putain, il faut pas qu'on se fasse zapper notre pub. Et donc, ils ont créé des pubs anti-zapping. Et voilà où je chope le mot. Mais quand je chope le mot, il est utilisé par 2000 mecs à Madison qui font de la pub. C'est un mot professionnel. Exactement. Voilà. Et donc, ils ont inventé la pub anti-zapping. Et qu'est-ce qu'ils ont inventé? Ils ont inventé les pubs qu'on fait maintenant, où tu arrives, il y a une histoire, il y a un début, un milieu, une fin, un gag, et à la fin seulement, on te dit la marque. Si on te dit la marque dès le début, tu n'en veux pas. C'est le début de ta passion après pour tout ce que tu as fait ensuite, les pourquoi, les paradoxes, les choses où tu creusais. J'ai tout le temps, c'est toujours ce qui m'a plu. Voilà. Même enfant, tu creusais des choses. Tout le temps. Enfant, je cherchais tout le temps, je posais toujours des questions à mon père et tout. Et j'ai eu la chance d'avoir des parents profs. Ils sont toujours de ce monde, mais ils sont plus profs parce qu'ils sont à la retraite. Ma mère était prof de lettres et mon père prof de maths. Et chaque fois que je posais une question, j'avais la réponse. Et ça leur faisait plaisir? Ils n'étaient pas un peu fatigués à la longue? C'est une très bonne question. Ça leur faisait plaisir et ils étaient fatigués à la longue. Ils disaient, ah, t'es fatigant. Mais en même temps, ça leur faisait plaisir. Il vaut mieux ça qu'un gamin amorphe. Bah, bien sûr. Et puis maintenant, ils peuvent voir quand même, ils doivent être fiers, non? De voir tout ça, tout ce que tu as fait entre temps. J'aime bien ce mot parce que c'est un mot que je déteste. De fier? La fierté, c'est un truc de. Moi, je suis jamais fier. Je suis content, mais je suis jamais fier. Non, mais les autres peuvent être fiers de toi. Ouais, mais c'est pas une notion. Mes parents, ils étaient pas fiers. La fierté, je vais dire ce que c'est les mecs, ils disent. Je suis fier. Même, j'aime Saint-Étienne, hein. Mais je suis fier d'être Stéphanois, je suis fier d'être Lensois, je suis fier d'être Niçois. Chacun est né où il est né. Donc la fierté, c'est une sorte de sentiment presque malsain. C'est un sentiment de supériorité innée, sans aucun fondement. Et j'aime pas du tout la fierté. Mais si tu regardes ta vie aujourd'hui. T'es content? Je suis content, mais fier non. Fier non, c'est Hitler qui était fier. Oui, je vois ce que tu Moi je suis content, mais je suis pas fier. C'est une notion Uber que tu participes. Voilà, je déteste ça, exactement, c'est une notion Uber. Ouais. Uber à l'os, c'est pas du tout mon truc. Et revenons après sur ton parcours, donc Bizot, donc formidable, et ensuite quand même tu tombes, c'est Aventure Canal+, qui est encore un autre. Alors il y a une histoire. Un autre nouveau monde. Tu veux savoir, je l'ai quasiment rarement, jamais raconté l'histoire de comment j'arrive à Canal. Vas-y, allez. Je fais plein de papiers, comme je suis le plus jeune d'actuel, je fais le papier sur les jeunes. Et à ce moment-là, il y a les manifs anti-Devaquet. Devaquet, c'était le ministre de l'Éducation, le secrétaire d'État, le ministre était Monory. Et Devaquet, il y a une loi sur la sélection dans les universités. Ça avait été des manifestations monstres. Il y avait des millions de personnes dans la rue. Non, des millions, il y avait 1 million. Mais quand même, déjà 1 million, c'est déjà un monstre. Il y avait des centaines de milliers. C'était juste complètement fou. C'est là où il y a eu la mort de Malik Oussekine. Mais moi, j'arrive au début de Vaquet. Et Bizot me dit, va voir les mecs. Je trouve ça super. Je vais voir les mecs. Et les filles, il y avait plein de belles filles. C'était 86, c'était dingue. Et je parle avec eux. Et ils sont contre la sélection. Et donc, ils m'expliquent les arguments. Et je dis, mais les gars, si vous êtes contre la sélection, ça veut dire que si tout le monde peut aller dans l'école de son choix, comment ça va se passer? Les gens vont être cooptés. Donc, ça veut dire que le fils de notaire va être notaire. Le fils de patron va être patron. Et le fils d'ouvrier va être ouvrier. Rien ne bouge. Voilà. Et moi, mes parents, ils ont fait l'ascenseur social. Mon grand-père, j'ai un grand-père qui était épicier, mon père était prof, et mon autre grand-père était douanier, et ma maman était prof. Et du tout petit village des Alpes-de-Haute-Provence dont elle vient, il n'y a que 2 filles qui ont fait des études à Gap et qui ont eu le bac. C'était ma mère et sa sœur. Et donc, moi, je suis pour l'ascenseur social. Voilà. Donc, je retourne voir Bizot, c'est là où c'est vraiment génial, et il dit, mais t'as absolument raison. Il me dit, t'as absolument raison, on va pas te mettre là-dessus, on va mettre Christophe Nick. Christophe Nick est un confrère. Ouais, voilà, ancien militant communiste. Et donc Nick fait un super papier et il fait tout le truc sur l'affaire Devaquet sur sa moto avec Cohn-Bendit. Top papier, c'était vraiment très intéressant. Au même moment, la chaîne TV6, qui était l'ancêtre de M6, était en difficulté financière. Elle vient voir Actuel, c'est Le Monde à l'envers.
je pense aux plus jeunes, pour l'aider. Ouais, maintenant, c'est le contraire. On peut pas imaginer ça aujourd'hui. Et ils disent, est-ce que tu veux pas sponsoriser des émissions? Et Bizot dit, non, j'ai une meilleure idée, on va faire une émission, on va te la donner. Et l'émission, c'est les bons plans d'actuel. Et comme moi, j'avais fait de la radio et que je savais monter, il me dit, tu veux pas faire ça? Et je fais l'émission. C'était une petite émission où on faisait les bons plans d'actuel. Tu racontais quoi, par exemple? C'était tellement drôle. C'était, je me rappelle très bien, c'était hyper drôle. Par exemple, il y a une marque qui existe toujours qui s'appelle Ada. C'était les mecs te louaient des caisses, mais d'occasion, qui étaient vraiment de la merde. C'était tellement drôle. Ou alors, il y avait des alcools rares. Et on a testé tous les alcools rares. On s'est mis à 4, on a bu comme des trous. Et testé ou bu? Les deux, bu et testé. À la fin, on a fini ivre-mort. Après, on a remonté. Mais c'était vraiment très intéressant. Ça, aujourd'hui, tu pourrais plus le faire non plus. Et le politiquement correct, qu'il n'y avait pas à l'époque. Bref. Et là-dessus, l'émission Les bons plans d'actuel est repérée par De Greff, patron des programmes de Canal+, et qui m'appelle. Voilà. Et De Greff et Denisot, et voilà comment j'arrive dans la grande famille. C'était les débuts de Canal? Non, pas du tout. J'arrive, moi, à Canal en 89, et Canal existe depuis 84. D'accord. Ouais, donc c'était la 5e année. Enfin, vu de 2019, c'était les débuts. Mais pour moi, c'était déjà une chaîne qui avait une histoire. Ils avaient déjà 5 ans. Elle était établie déjà. Elle était semi-établie, ça commençait à démarrer. Voilà mon histoire. Et donc le démarrage, comment ça se passe? J'étais dans l'émission avec Denisot au départ? J'étais avec Denisot, l'émission s'appelait Demain, et je faisais ce que je faisais actuel, tous les sujets un peu décalés. Et ensuite, l'émission Demain s'est appelée La Grande Famille, et j'étais dans La Grande Famille. Et ensuite, De Greff est venu me voir en me disant, est-ce que t'as pas une idée pour nulle part ailleurs? Je lui ai dit oui. Mais en fait, j'avais pas d'idée, et j'ai trouvé l'idée dans la soirée. Dans la soirée. C'était quoi ton idée? J'ai trouvé l'idée dans la soirée. Il vient me voir et il me dit, je me rappelle très bien, j'étais une pizzeria, rue Olivier de Serres. Et t'as De Greff qui passe. Je sais plus avec qui je déjeunais, il faisait très beau, je me souviens. Et il me dit, t'aurais pas une idée pour la saison prochaine, pour nulle part ailleurs? Je dis, ouais, j'ai une idée. Et il me dit, je dis, ça me plairait. Mais je dis, mais tu sais, moi, je suis pas un comique. Je suis pas drôle comme les nuls, comme Antoine Decaune, comme les Guignols. Il me dit, non, il me dit, ouais, mais il me dit, et il me dit cette phrase, j'oublie l'accent, il me dit, mais j'ai pas besoin que tu me fasses rire, mets à l'antenne ce qui, toi, te fait rire. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée ma chronique des paradoxes. Mais sauf que j'avais pas plus d'idées que ça. Mais les paradoxes, quand tu te lances, t'en as pas non plus 150 devant toi. Ah mais attends, je te raconte, c'est une une très bonne question. Je vais te raconter, c'est une très bonne histoire. Les paradoxes, c'est comme les oxymores, c'est facile à dire, mais après, il faut les trouver. Ah ben, je vais te raconter. Et donc, je dis à De Greff, d'accord, si tu veux, dans ton bureau à 16h. Doug, il avait bu beaucoup de blanc et beaucoup de rosé. Il me fait, non, cet après-midi, j'ai rendez-vous et tout ça. Demain matin. Je dis, d'accord, demain matin. À jeun? 10h. Non, je dis pas à jeun. Je dis 10h, il me dit 11h. Je dis, ok, demain matin, 11h. Sauf que j'ai zéro idée. Putain, j'annule tous mes... Je devais avoir une soirée ou un concert, parce que j'allais beaucoup au concert à l'époque. J'annule mon concert et je reste chez moi en me disant, putain, faut que je trouve une idée. Je rentre chez moi. J'habitais rue Beccaria, pas très loin. Et là, dans le rez-de-chaussée, sur le radiateur, devant la loge de la concierge, il y a des flyers. C'est pour des clubs de célibataires. Et on voit un mec et une nana hyper contents, ou deux mecs, deux nanas en photo, il y a marqué « C'est sympa d'être célibataire. Venez chez nous, vous allez faire des rencontres. » Et je vois ça et je me dis « C'est complètement con. Parce que s'ils font une rencontre, ils sont plus célibataires. Donc c'est pas sympa d'être célibataire. » oui. Et je me dis « C'est vraiment top. » C'est un paradoxe. Et je me dis, bim, je vais faire un truc là-dessus, sur l'absurde au quotidien. Et après, je tourne un sujet. Tu l'as trouvé comment? Attends, je racontais. Et après, je tourne un sujet. Et le sujet, c'est le suivant. Je pose une question aux gens dans la rue. De Greff dit, ok, on tourne un pilote. Et la question était la suivante. C'était un truc que m'avait raconté un jour mon père quand j'étais petit. C'est pourquoi dans les avions, le signal d'alarme est bleu, alors que dans les trains, il est rouge. Tu sais ou pas? Bah non, alors ça, entre nous, je l'ai jamais remarqué. Eh ben, je vais te dire, il n'y a pas de signal d'alarme dans les avions. T'imagines, tu te vois tirer sur un truc et arrêter l'avion en plein vol. C'est vrai. Tu t'es fait avoir. Tout le monde se fait avoir. Tout le monde te répond. Il n'y a pas de signal d'alarme dans un avion. Ouais, c'est vrai, c'est logique. Ouais. Non, sinon, si tu freines, comme dans Satanas Diavolo, tu fais... Voilà. Bref, et donc je tourne ça. Je tourne le pilote. On est en mai, juin. De Greff me dit, c'est super, le pilote, il est hyper drôle, super. Ok, ça roule. Bon. Et puis, juin, première semaine, j'ai toujours pas de nouvelles. Début juillet, je sens le truc qui va pas se faire. Donc j'appelle De Greff
Et je dis, dis donc, c'en est où? Tu m'avais dit que c'était super et j'ai pas de nouvelles. Et il me dit, alors je vais te dire, en fait, Gildas a trouvé ça super, c'est lui qui présentait Nulle part ailleurs, mais il n'y croit pas. Et je dis, pourquoi il n'y croit pas? Pour l'argument que tu viens de me donner, il me dit, il n'y croit pas, mais comment tu vas faire pour tenir? Je lui dis, merde, alors putain, je vais le convaincre. Et si tu veux, on lui parle et je lui parle. Et il me dit, ah bah non, il est en Corse avec Maryse en vacances. Je dis, mais il revient pas de toutes les vacances. Il me dit, si, on dîne ensemble, je dis n'importe quoi, le 18 juillet. Alors je dis, bah on dîne ensemble tous les trois. Mais genre, j'étais fou, c'est comme si tu allais dîner avec le président de la République. Ouais, bien sûr, il me dit, non, T'avais peur de rien. non, parce que je m'en rendais compte de rien. Alors il me dit, non, rejoins-nous pour le café. Je dis, d'accord. J'arrive à vélo, je me rappelle, c'était à vélo en t-shirt Bermuda. Et je dis, Gildas, donc il me présente. C'était la première et dernière fois qu'on s'est dit vous. Elle me dit, oh, c'est vachement bien votre truc, hein. Mais il me dit, mais comment vous allez faire après pour tenir? Alors je lui dis, votre émission, elle s'appelle Nulle part ailleurs. Il me dit oui. Et je dis, votre but, c'est de surprendre les gens tous les jours? Il me dit oui. Et je dis, tous les jours vous les surprenez? Il me dit, oui, presque oui, on essaye, ouais. Et je dis, donc en fait, vous faites tous les jours la même chose. Et donc, si vous vouliez vraiment les surprendre, il faudrait rediffuser exactement l'émission de la veille. Là, Gildas est complètement scié. Il met la main sur De Greff et lui dit, je le veux avec moi en plateau toutes les semaines. Voilà. Et j'ai dit, c'est bon, on commence quand? Il m'a dit, ça démarre le 27 août. Voilà, et c'était fini. Et donc tu travaillais tout seul? T'avais une assistante? Non, alors d'abord j'étais tout seul, d'abord j'étais hebdo, et ensuite je suis passé en quotidienne. Ouais, en quotidienne, après c'est pas évident. Après on avait une équipe de 4 personnes, et je demandais plus de moyens que j'ai pas eu, et c'est les moyens qu'a eu Yann Barthès. D'accord. Voilà. Comment travaille Barthès? C'est comme moi je travaillais, c'est tu écoutes tous les discours de tout le monde, ça veut dire qu'il faut mettre 2 mecs qui écoutent tous les discours de Sarkozy et qui d'un coup retrouvent qu'il a dit 4 fois la même chose. Et en fait, la télé, il y a une part d'invention et la grosse part, c'est du temps et du travail. Ouais, voilà. C'est derrière, c'est la soute, quoi. Voilà, exactement. Et il faut du monde. Et tu regrettes de ne pas avoir été plus loin ou pas? Non, parce qu'après, ils ont viré tout le monde. Après, Vivendi est arrivé, ils ont viré De Greff, Gildas était parti, ils ont viré Lescure, et puis moi j'ai été viré dans la charrette avec Bonaldi et tout ça. L'émission, ça pouvait pas comment dire. J'en sais rien, mais moi j'aurais bien tenu. S'il fallait le refaire encore maintenant, je le referais maintenant. Tu pourrais le refaire. Je sais pas si je serais bon, mais en tout cas j'adorerais. Il y a eu l'épisode qui a dû rendre jaloux pas mal de tes amis aussi, c'est le Journal du Hard. Mais ça aussi, c'était quand même une époque. Mais ça n'a pas tellement rendu jaloux mes amis, parce qu'en fait, le Journal du Hard, quand il me le propose, d'abord, j'étais déjà installé à Nulle part ailleurs. Et j'étais en quotidienne à Nulle part ailleurs. Et sinon, j'aurais jamais accepté. C'est-à-dire que j'étais pas le mec Journal du Hard, j'étais le mec Journal du Hard qui, par ailleurs, les mecs Nulle part ailleurs, qui par ailleurs. Voilà. Et en fait, De Greff l'avait proposé à Denisot. Parce qu'en fait, il y avait un journal du cinéma, tous les jours, qui faisait 5-6 minutes, présenté par Isabelle Giordano, et tous les mercredis, comme c'est les sorties de films, qui faisait 26 minutes, présenté par Michel. Et ils l'ont proposé d'abord à Michel Denisot. Et en fait, je précise, il s'était dit, comme une fois par mois, Canal passe un film X, on va faire un journal du X. Voilà, journal du Hard, le terme était plus beau. Il le propose à Denisot. Denisot dit non, et je pense qu'il a eu raison, parce qu'il avait 2 filles qui avaient 11 et 13, et c'est pas possible dans les cours d'école, dire « Ah, ton père, il fait le journal du Hard ». C'est la question que j'allais te poser, t'avais pas d'enfant à l'époque? Non, t'étais marié déjà? Non. J'étais célib. Sinon, c'est un peu compliqué. Non, sinon, après, ça porte trop de choses. Donc, Denisot avait dit non, Isabelle Giordano avait dit non, je pense qu'elle a eu tort, et moi, j'ai dit oui. Je me rappelle très très bien, c'était juste avant une fête Canal. Il y a Lescure De Greff qui me propose ça. Je dis d'accord, je mets 2 conditions, et je dis d'accord. Quelles étaient les conditions? Les 2 conditions, c'est 1, j'écris tous les textes, parce que les textes de Denisot et les textes de Giordano étaient écrits par quelqu'un d'autre, et moi, tout ce que j'ai toujours fait, ça a toujours été écrit par moi. On me l'a même reproché de faire des copier-coller, mais tout est écrit par moi, ça, toujours. C'est dernièrement, mais bon. Ouais, mais même, non, mais j'ai pas de chaouche. Il y a personne qui écrit à ma place. Voilà. Toujours aujourd'hui? Toujours. Donc j'écris, je passe mon temps à écrire. Je fais 2 heures d'antenne sur Europe, les 2 heures sont écrites par moi. Village Média, tout était écrit par moi. Ouais, donc c'est gros boulot quand même. C'est ma manière de travailler. Tu donnes une impression de facilité quand tu parles et tout, mais non, beaucoup de travail. Ah non, mais c'est un travail de chien. C'est je vais citer personne, mais il y a beaucoup de gens dans les radios, dans les télés, qui arrivent, qui posent leur cul, et il y a des petits gars de 25 ans. Le petit atelier qui a écrit pour eux. Et souvent des stagiaires pas payés. J'ai remarqué d'ailleurs que tu es d'une honnêteté assez rare là-dessus, parce que
On est tous les deux jurys du prix de Flore. Ouais. Et toi, à la rentrée, si t'as pas lu les livres, tu le dis. J'ai pas eu le temps je dis, c'est pas la peine que je vienne parce que j'ai pas eu le temps de les lire. J'ai pas eu le temps de les lire, donc on en parlera la prochaine fois. C'est surtout que la première mouture du Flore, il y a trop de livres. Je peux pas lire 25 romans qui vont tomber à l'eau. C'est trop. Moi, je lis une page à la minute. Donc, j'ai déjà fait le calcul. Donc, 200 pages, c'est 200 minutes, c'est-à-dire 3 heures. Ouais, 3 heures. Donc, je peux pas lire, j'ai pas 2000 minutes, j'ai pas 30 heures, alors qu'au même moment, il y a tous les trucs. Mes invités. La rentrée radio, non, mais moi, quand je reçois les gens, ils sont absolument bluffés quand je suis Europe 1, que j'ai lu leur livre en entier. L'autre jour, j'ai reçu une fille qui a fait un pamphlet contre l'ENA. Elle m'a dit, c'est la première fois que quelqu'un lit mon livre et qui m'interviewe. Oui, parce que ça, tu faisais des interviews quotidiennes, donc c'est pareil. Ouais. Et je lisais tout. Les gens étaient bluffés. Les gens étaient bluffés tout le temps. C'est assez rare, ça. C'est rarissime, mais c'est pas à moi de donner la liste des gens qui le font pas et qui lisent pas les livres. On dira rien, de toute façon, on s'en fout à la limite. Non, moi, bref, mais du coup, voilà. Et donc, je donne 2 trucs. 1, j'écris tous les textes. 2, si une image me débecte, je la récuse sans avoir à me justifier. Et c'est arrivé 2 ou 3 fois, je peux te dire ce que c'était. C'était des meufs qui avaient l'air d'avoir 15 ans, qui n'avaient pas de poils au kiki, pas de seins, etc. Et je me rappelle, je m'étais engueulé une fois avec le rédac-chef de l'époque, qui était Nicolas Boukrieff. Bon. Qui a fait du cinéma ensuite. Bien sûr, qui est devenu un grand cinéaste. Et à la suite de quoi, il y a eu l'affaire du trou. D'accord. Et les gens de l'équipe ont dit, putain, mais comment t'avais raison. T'as eu raison. Voilà. Mais c'est juste, moi je pense qu'on peut tout faire, mais entre adultes consentants. Et c'est juste pas possible, quoi. C'est pas possible de mettre des mineurs. Mais je disais ça déjà en 95. Et c'était compliqué les relations avec les acteurs, les actrices, etc. Ah non, alors très bonne question, c'était absolument pas compliqué, j'y allais jamais. C'est-à-dire que j'ai refusé d'aller sur aucun. Comment dire, 2 choses. J'ai jamais été payé, jamais voulu être payé pour ça. Je voulais pas qu'on dise, il a reçu 1 franc du porno. Donc je t'ai pas payé. Non, parce que t'as plein de mecs qui payeraient pour le faire, en disant punaise, voilà. Je vais pouvoir fréquenter des actrices, voilà. Tout, je vais me régaler. Donc j'ai pas payé, et j'ai pas payé et j'étais pas payé. Et deuxièmement, j'allais sur aucun tournage, parce que la manière de se tenir à distance, parce que c'est un sujet sulfureux, c'est justement de ne pas être avec eux. Voilà. Pas les fréquenter en fait, de commenter. Exactement, et d'être de loin, d'être à distance. Et tout le truc du Journal du Hard, pourquoi c'était marrant et intéressant, c'est que j'étais à distance. Et le gars qui connaissait tout, c'était Henri Gigou, qui était le grand journaliste du Hard. Et ça, c'est une spécialité quand même. Ah, mais un jour, la première fois que je l'ai vu, j'étais complètement sur le cul. Il connaît tous les films, toute l'histoire. Il connaissait tout, et en même temps, c'est marrant parce que c'est pas un pornocrate. Il parle d'une actrice, il dit ouais, elle a tourné dans quelques films, mais tous n'étaient pas des films cochons. Un peu à l'ancienne. Ouais, à l'ancienne. Et un jour, je me rappelle, c'était le premier jour. On est là avec l'équipe. En fait, tout le Journal du Hard, c'était fait par Kappa, parce que c'était eux qui faisaient le Journal du Cinéma. Donc c'était les mêmes équipes, les mêmes mecs au son, les mêmes bancs de montage. C'est ça qui était vraiment très intéressant. En fait, c'était une parodie du Journal du Cinéma. Et Henri Gigou, il regarde une scène de film. À l'époque, c'était du Betacam. Il regarde. Et tout d'un coup, il y a une scène avec des gros plans et tout, une grosse scène de je sais pas quoi. Et il dit ah, il y a Stagliano là-dedans. Je dis mais à quoi tu le reconnais? C'était que des gros plans d'une partouze. Il me dit à la bite. Ouf. Je me suis dit waouh, voilà le niveau, il est là. Là, c'est voilà. un spécialiste. Quand t'es là, tu t'essaies même pas. C'est bon. Voilà. Je t'ai pas raconté ma meilleure année. Ah non, parce que ma plus grande liberté, c'était en 98. C'était que je faisais le Journal du Hard, je faisais Nulle part ailleurs, plus ma grande passion, qui était une émission sur la Formule 1, où j'ai fait tous les grands prix du monde. C'est vrai que t'étais dingue de voilà. Formule 1. Tu et donc, toujours d'ailleurs. Toujours. Même après la disparition de Senna, je crois que ça avait marqué un tournant. Non oui, mais même, je suis toujours fan de... on parlait d'actuel. Un jour, Bizot m'appelle. Je vous préviens, vous qui m'écoutez jusqu'ici dans le podcast, je suis Monsieur Anecdote. J'habitais à 500 mètres d'actuel. Bizot m'appelle un dimanche, il me fait « Ah, tu sais qu'il y a réunion là ?» Parce que les réunions, des fois, on les faisait le dimanche après-midi. Et je dis « Écoute, je viens pas tout de suite parce que je regarde la télé, je regarde le Grand Prix. » Il me dit « C'est quoi cette merde, la Formule 1 ? C'est des voitures qui tournent en rond ?» Je dis « Bah évidemment que non, tu penses que c'était que ça n'a aucun intérêt. » Et Bizot percutait à une vitesse folle et il me dit « Il y a quelqu'un qui est intéressant en ce moment ?» Je dis « Ouais, il y a un petit Brésilien qui était chez Tollman, qui est absolument dingue, et qui maintenant est chez Lotus, s'appelle Ayrton Senna. » 2 mois plus tard, je déjeunais avec Senna au Grand Prix du Brésil en tête à tête. Il n'y a que Bizot pour décider de ça. Voilà. Et ça, c'est un grand souvenir. C'est juste extraordinaire. C'était ton préféré, il y avait la rivalité Prost-Senna ensuite. Ouais, bien sûr. Et je me rappelle très bien du titre, c'était Prost-Senna, c'est du cirque. Et j'ai été interdit de Grand Prix pendant 2 ans. À cause de ça ? Parce que je vais te dire ce que j'ai fait. Je me suis fait passer pour un étudiant. Et j'étais un matin, un petit-déj, avec Ron Dennis.
Et l'ingénieur Goto, qui était le patron de chez Honda, Qui était et les mecs, champion du monde à l'époque. voilà, et les mecs devant moi ont reconnu que le moteur de Senna était plus puissant que le moteur de Prost et qu'il allait plus vite en ligne droite. Senna était sur Renault à l'époque. Non, pas du tout. Non, il a été sur Renault. Ouais, ensuite. D'abord, et à la suite de quoi, c'est Prost qui l'a fait venir pour avoir un adversaire à sa taille, il l'a fait venir chez McLaren. Et c'était McLaren Honda. Et Honda avait favorisé Senna parce que Honda avait le projet d'ouvrir une usine, devine où, au Brésil. D'accord. Voilà. Et toi, tu avais découvert tout ça et ça avait foutu. Mais je l'avais entendu. C'était quelque chose qu'on subodorait et les mecs parlaient de ça. Et j'étais là. Et je prenais des notes. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore des rivalités comme Senna-Prost Dans toutes les équipes? dans toutes les équipes? Oui, mais sauf que... J'ai l'impression que c'est beaucoup plus feutré la Formule 1. Déjà, je suis allé voir un Grand Prix de Monaco. Ah non, mais parce que t'as pas regardé la série Netflix. T'as pas regardé la série Netflix sur la F1. C'est juste extraordinaire. C'est quoi cette série d'ailleurs? Ah bah, c'est une série sur la Formule 1. C'est juste complètement J'avais dingue. vu un film sur la F1 qui Qui était vachement bien, qui était duel. C'était la bataille entre Lauda et James Hunt. Exactement, voilà. Ça, j'avais trouvé ça formidable, mais la série Netflix... La série Netflix, c'est ça, x5. C'est juste génial. Ça s'appelle Drive to Survive ou alors Survive to Drive, j'ai oublié. Non, ce que tu vois, je suis allé voir un Grand Prix à Monaco, c'était il y a 3-4 ans, j'avais été frappé parce que le bruit, quand même, beaucoup moins qu'avant. Ah oui, ils ont changé les Le moteurs. bruit, c'était un vrai plaisir, Ouais. et surtout plus d'odeur de kérosène. Ouais. Alors qu'avant, il y avait une odeur, moi ça me plaisait bien. Oui, mais là, c'est ta Madeleine. Ça, Non, mais les c'est gamins. Madeleine, effectivement. Non, mais les gamins qui nous écoutent et qui ont 22 ans, ils connaissent pas le kérosène, mais c'était pas du kérosène. Non, mais c'était il y de avait l'essence. l'odeur, tu sais, on avait l'impression Tu d'être connais sur l'histoire de l'essence de la F1 ou pas? Bah non, toi tu dois la savoir, alors vas-y. Les mecs en F1, c'est tellement un sport de dingue que, en fait, en F1, il y a une règle qui est la suivante: tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Et donc, il fallait que les voitures roulent à l'essence. Mais ils n'avaient pas dit ce qu'il y a dans l'essence. Et donc, Elf était arrivé avec une essence secrète qui avait tellement de patates, elle coûtait 4, je me rappelle très bien, c'est comme si maintenant elle coûtait 15 € le litre. Oula, Et donc, ils ont interdit ça, et maintenant il faut de l'essence du commerce. c'est dommage. Mais par exemple, le fait qu'on roule sans plomb, c'est grâce à la F1, tu sais ça ou pas? Je te racontais, dans les moteurs, Je sais que ça a toujours été un laboratoire là. dans les moteurs, il y a des capteurs à l'intérieur, des moteurs, qui mesurent la température, la pression, qui est juste complètement dingue que dans ton cylindre, il y ait des capteurs de pression et de température. Et il se trouve que le plomb qui sert dans l'essence à éviter l'autocombustion bloquait les capteurs. Donc les mecs de la F1 ont développé de l'essence sans plomb. Et le jour où on s'est rendu compte que le plomb était toxique, les gens ont dit mais nous on a l'essence sans plomb, elle est prête. Et ils l'avaient juste développée pour 2 voitures qui couraient 15 courses par an. C'est juste complètement c'est fou. ouais. Voilà. Si j'ai bien compris, il ne faut pas te déranger les dimanches après-midi quand il y a un Grand Prix ou... Non, c'est impossible. C'est impossible, tu étais toujours devant la télé. Tout le temps, mais même les essais, mais je me réveille à 4 heures pour voir les essais de l'Australie ou de la Chine. Et ton fils partage? Non, il n'y a que moi. Je ne vais pas donner ce goût-là, c'est bizarre. Hein. Tu n'essayes pas d'entraîner quelqu'un? Non, il faut. La meilleure façon de faire, mes parents, ils m'ont toujours laissé faire. Chaque fois que tu essaies d'entraîner quelqu'un, Ça marche pas. ça marche pas. Moi, j'ai une théorie, c'est la théorie du chien et de la laisse. C'est-à-dire, explique. T'as un chien, tu l'attaches avec une laisse, il tire sur la laisse. T'enlèves la laisse, il tourne autour de tes jambes. C'est vrai. Il faut toujours laisser faire les gens. Il faut jamais forcer les gens. Et c'est ce que tu fais professionnellement aussi? Tout le temps. Par exemple, j'ai jamais eu de contrat, j'ai jamais eu de CDI. T'es toujours free comme ça? Tout le temps. Tu peux partir du jour au Ouais, lendemain? Canal+, je signais mon contrat tous les ans. Enfin, c'est à double tranchant parce qu'on peut te remercier du jour au lendemain aussi. C'est la vie. Mais au moins, je suis sûr que si je suis là, à Canal, j'avais un contrat tous les ans. À Europe, j'avais un contrat tous les ans. À Paris Première, j'avais un contrat tous les ans. Et à Europe, c'est pareil. Et j'en oublie un. Et à France Info, je signais mon contrat tous les ans. Ouais. Et je signais même mon contrat à l'année. Et après, on me disait, l'été, on fait des rediffs. Viens signer ton contrat. C'est un vrai luxe en fait. Ça. Et il faut oser. Il faut Ouais, avoir faut oser, les. mais c'est un luxe. Il faut avoir les bollocks pour le Bollocks. faire. Voilà. Et Mais je peux être viré du jour au lendemain. Quand tu as vécu quand même toutes ces grandes époques de liberté, comment vois-tu la télé aujourd'hui? Waouh. Parce que on a l'impression que c'est libre, on a vachement de choix. Ah non, la télé, c'est mais plus libre du c'est tout. c'est plus Non, libre. la télé, c'est devenu complètement sclérosé et à cause du politiquement correct et à cause de la dictature des minorités. C'est-à-dire qu'on ne peut plus rien dire à la télévision parce qu'il y a tout le temps une minorité qui va regarder la manière dont tu dis les choses. Donc, c'est plus là que ça se passe. Et la télé, je n'y crois que pour les grands événements. C'est-à-dire la Coupe du Monde de foot, la Formule 1, le 20h,
Mais sinon, c'est plus là que ça se passe. Les nouvelles émissions, par exemple, tu parlais tout à l'heure d'alcool, les recettes pompettes, ça va pas être à la télé. Parce que le CSA t'interdit ça. Et non sans raison. Parce que je suis pas non plus, comment dire... On peut pas non plus laisser tout le monde se faire insulter. Tu vois, t'avais des sketchs sur les Noirs, c'est pas mes lunettes, c'est mes narines, c'est d'un racisme crasse. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas non plus de... Ça me gêne pas non plus. Alors, il y a les réseaux sociaux qui prennent le relais, mais c'est pas forcément une bonne chose non plus. C'est un mélange des deux. Moi, ce que j'aimerais, c'est un réseau social, mais je sais pas pourquoi personne ne le fait. Moi, je suis sur Twitter, vous pouvez tous me suivre, c'est mon vrai nom, je m'appelle Philippe Vandel, c'est moi qui ai écrit pour de vrai, sous mon vrai nom. Et je trouve qu'il manque un réseau social qui serait un Twitter sans pseudo. Parce que... Ouais, direct. Tu sais qui est la personne qui parle. Tu sais qui parle. Tu sais qui parle. Et donc quand tu parles, tu prends des risques. Voilà. Parce que il y a plein de choses pas justes. Il y a quelque chose qui m'a vraiment frappé l'autre jour. C'est un candidat de l'émission de Reichmann qui s'appelle Christian Quesada. T'as entendu parler ou pas? Bien sûr, le mec a gagné. Incroyable. Et le mec, il est mis en cause pour échange d'images pédophiles. C'est abject, c'est dégueulasse. Je suis absolument d'accord avec ça. La preuve, je te disais. Il y a un truc très bizarre. S'il échange des images pédophiles avec d'autres gens, pourquoi ces autres gens, ces autres personnes, il n'y a pas leur nom? Bien sûr. Pourquoi on ne sait pas qui c'est? Pourquoi il y a une seule personne dont le nom est nommé? Ouais, parce que lui, il était en première ligne aussi. Il est connu. C'est pas en première ligne. Il y a quelque chose de complètement injuste. Il y a un truc très 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 bizarre dans notre société. C'est que parfois tu es anonyme et parfois tu ne l'es pas. Et je trouve ça très 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 étrange. Ça pourrait être un avocat pourrait prendre ça. D'ailleurs, tu le faisais à un moment dans un magazine. L'avocat du diable, c'était génial. C'était une super idée. Tu défendais des personnes qui étaient pas indéfendables. Indéfendables. Là, je me vois pas. En vrai, je me vois pas défendre un pédophile. Mais je vais dire un mot de l'avocat du diable. C'est une idée géniale et je le dis avec d'autant moins de gêne qu'elle n'était pas de moi. Mais c'est une idée géniale, c'est de défendre le mec ou la meuf absolument indéfendable. La dernière page du magazine était très dure. Mais maintenant, nommer les gens. C'est ce qu'ils essaient de faire. Nommer les gens, c'est le retour au Moyen-Âge. Et une grande liberté. Tu veux dire l'acquisition ou une espèce d'inquisition? Bien sûr. Dans un village, regarde l'autre jour, les mecs qui disaient suicidez-vous, suicidez-vous. Ça marche parce que c'est à Paris et que les mecs ont des lunettes noires. Mais imagine la même manif dans un village de 200 personnes. Suicidez-vous, suicidez-vous. Le mec qui dit ça aux flics, on sait qui c'est, puisqu'on reconnaît sa voix. Voilà. Donc, je suis très très partagé avec toutes ces histoires de notoriété, de publicité au sens de rendre public. Ouais, mais ça peut être gênant. Parfois c'est injuste, parfois ça paraît juste et c'est injuste. Parfois il faut que les choses soient anonymes. Pourquoi? Parce que l'anonymat est la condition de la liberté. Pourquoi les homosexuels vont dans les grandes villes? Pour être libres. Oui, parce qu'à la campagne, ça se voit tout de suite, voilà. Effectivement. Ouais. Alors que pourtant, l'homosexualité, c'est un truc qui est largement accepté aujourd'hui, mais quand même. Largement? Non, pas largement. Peut-être pas dans les campagnes. Non, voilà, peut-être pas dans les campagnes. Donc, l'anonymat, c'est une grande forme de liberté. Donc, c'est pour ça, je reviens aux réseaux sociaux. J'adorerais un réseau social où les gens parlent sous leur vrai nom. Tu devrais le lancer. Et donc, comment faire? Moi, je sais rien. Et ça marcherait pas. Parce que ce qui intéresse les gens, c'est pouvoir déverser leur bile en s'appelant Bill 128, justement. Oui, bien sûr. Évidemment, jamais ils auraient les couilles, jamais ils auraient les couilles de dire ce qu'ils pensent publiquement. C'est un peu ce qu'on voit avec toutes les théories du complot, tout le monde peut raconter n'importe quoi, on le voit bien, Notre-Dame brûle, mais non mais c'est Macron qui l'a fait brûler parce qu'il a une conférence de presse à faire le lendemain. Enfin, mais ça c'est normal, ça c'est vraiment normal, c'est ce que disait je sais plus qui, c'est avant ce qu'il disait au bistrot du commerce, maintenant c'est sur Twitter. Ouais, mais c'est normal, mais aussi il faut voir que l'information est verrouillée de telle façon que tu comprends tout à fait qu'il y a des choses qu'on te cache. Et moi, j'oublie pas que on cachait le fait que le président Pompidou avait un cancer. Donc, il faut bien se rendre compte que la version officielle est fausse. Oui, mais ça, très souvent, elle est fausse. Ça, toi qui es vraiment en plein cœur des médias, tu le sens toujours. Bien sûr. Très souvent, la version officielle est fausse. Bizot, il m'a. Entre nous, quoi. Non, je vais dire quelque chose. C'est Bizot qui m'a appris ça. Je m'en sers toujours quand je fais une interview. Il me disait. Quand quelqu'un n'arrive pas à répondre simplement à une question simple, c'est qu'il y a un problème. Par exemple, si je te dis, c'est quoi tes rapports avec tes parents? C'est pas une question simple. Les rapports avec les parents, c'est pas une question simple. Mais si je te dis, t'as quoi comme voiture? Moi, j'ai connu un mec qui bossait dans la pub. Et je lui dis, t'as quoi comme voiture? Et au lieu de me dire, j'ai ça, le mec, il me dit, devine.
C'est qu'il y a un problème. Ben oui, et donc tu vois bien que le mec il a un problème avec sa voiture. Et évidemment, il avait le gros truc américain qu'ont les mecs de la guerre. Hummer. Il avait un Hummer. Et donc il pouvait pas dire j'ai un Hummer. Donc il dit devine. Donc je vais te donner un exemple. Toi, tu travailles. Oui. T'as un boulot. J'essaye. Voilà. T'envoies des mails. Oui, T'as des gens qui t'envoient des SMS. bien sûr. T'as des gens qui sont venus te voir au boulot. Tout à fait. Et t'es allé voir des gens dans le cadre de ton boulot. Ouais. Voilà. Maintenant, on prend Pénélope Fillon. Elle travaille. Vous avez des mails? Non. Il y a des gens qui sont venus vous voir au boulot? Non. Il dit, non, il dit, je vais pas répondre à cette question tout de suite, je vous répondrai dans 15 jours. Mais d'où faut répondre dans 15 jours? Si toi, on t'en dit, t'as un mail de travail? Ben oui, Bah oui, c'est bien quoi? sûr, je te le T'as envoyé montre un tout mail de à ton suite. patron? Mais je te le montre. Pourquoi faire des salamalek? Et il s'est passé ce truc absolument dingue, que je n'avais encore jamais vu de toute ma vie. Il y avait des flics qui sont allés faire une perquisition à l'Assemblée nationale pour trouver des documents légaux sur Pénélope Fillon. Normalement, tu fais une perquise pour trouver des trucs illégaux, Ouais, pour trouver de la illégaux, drogue, ouais. pour trouver des lingots d'or, pour trouver du fric en liquide. Non, là, ils cherchaient des trucs légaux. Et C'est donc, complètement dingue, on arrive. et donc, c'est bien pour ça qu'il y a un problème. Je vais donner un autre exemple. Je ne sais pas ce que fait Benalla dans la vie. Mais il y a un problème, c'est quand tu dis que fait Alexandre Benalla à l'Élysée, que faisait-il? Et que personne ne Et on peut te dit, répondre. on vous dira dans 2 semaines. Mais vas-y, il suffit de dire qu'est-ce qu'il fait. Ouais, parce que sinon on cherche une. Mais on le cherche gars qui est une cuisinier, filiation. si tu dis que fait Guillaume Gonesse à l'Élysée, le mec il dit bah je suis cuisinier. Mais c'est où? Bah ma cuisine elle est là. Ouais, je Mais vous prépare pouvez voir les plein de menus. repas par Bah les jour. voilà les menus. Ouais. Combien de repas? Il y a des gens qui sont sur l'avenue, mais bien sûr. Quand tu n'arrives pas à répondre simplement à une question simple, c'est qu'il y a un problème. Et donc parfois, il est normal que la théorie du complot soit alimentée. Je te dis pas que j'y crois. Je te dis, il est normal que la théorie du complot soit Oui, alimentée. parce que ça paraît mystérieux. Tu veux un autre exemple? Vas-y. J'avais travaillé, finalement, on n'a pas pu faire le livre. J'avais travaillé sur Diana. La mort de Diana. Là aussi, tout a été dit. Non, tout n'a pas été dit, je vais juste te dire un truc. La mort de Diana. À l'époque, quand j'étais jeune journaliste actuel, on a fait des reportages pour dénoncer le fait qu'il y ait des caméras partout dans Paris. D'accord? Diana, elle sort du Ritz. Elle passe place de la Concorde, devant l'ambassade américaine. Il tourne sur les quais. Il y a des caméras partout. Comment se fait-il qu'il n'y ait eu aucune image? Ouais, bien sûr. Comment ça se fait? Comment se fait-il que l'endroit le plus surveillé de Paris, puisqu'il y a l'Élysée à côté, la place de la Concorde, l'hôtel de Crillon, l'ambassade des États-Unis, il n'y ait aucune image? Je te dis juste que personne n'a réussi à me répondre simplement, avec une réponse simple. Il y a 2 options. Soit c'était pas filmé, soit c'était pas filmé, soit tout a été viré, soit nous avons les images et on refuse de vous les montrer. Mais laisse-moi aller au bout. Tu vois très bien que personne n'a pu répondre simplement à cette question simple. Pourquoi il n'y a aucune image? Alors que quand Xavier Dupont-Ligonnès tire de l'argent dans une BNP dans le sud de la France, on le voit en train de tirer de l'argent. Ouais, alors que là, effectivement, tu as l'ambassade américaine, normalement, c'est pas impossible qu'il n'y ait pas d'image. Et il y a tous les caméras trucs sont pas coupées et parce tous les que les reportages que vidéos tu as vus, sur- tous les reportages que tu as vus sur le PC sécurité de la place de la Concorde. Il y a des caméras partout. Et pourquoi tu l'as-tu pas fait, ce livre? Parce que j'avais plus accès au dossier. J'avais accès au dossier, après j'ai plus accès au dossier. Donc voilà. Quelqu'un a coupé l'accès au dossier Voilà, et ouais. et t'as J'avais la jamais chance. dit pourquoi? C'était un avocat qui avait accès au dossier et j'ai recopié plein de trucs très 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 troublants. Mais j'ai pas de thèse. Je te dis juste que la thèse officielle est fausse. Mais je sais pas quelle est la thèse. Ouais, mais il n'y a pas forcément un complot derrière. Mais Non, pas du tout. Mais je te dis juste que je comprends tout à fait le sentiment qu'ont les gens d'être bernés, car parfois on leur dit pas la réponse. Ouais, mais tu penses pas qu'on sert aussi de ce sentiment pour comment dire, créer des sentiments un peu extrêmes? Ah mais ça évidemment, c'est évidemment. Mais c'est comme il y a 2 jours, comment s'appelle-t-elle, Nathalie Loiseau, qui était candidate sur une liste du GUD. Elle a fait 4 ans de Sciences Po. D'abord, elle a dit qu'elle s'en souvenait plus, et ensuite, elle dit ne pas savoir ce qu'est le GUD. T'as fait 4 ans de Sciences Po, t'as fait l'ENA, t'es la patronne de l'ENA, pour la politique. et tu ne sais pas ce qu'est le GUD. Mais comment veux-tu que les gens soient pas outrés d'entendre ça? C'est Ouais, juste c'est impossible. un peu foutre de la gueule des gens, quoi. Voilà, tiens, ça me revient, Rachid Taha. Ah, Le Rachid chanteur de Taha, carte de bien séjour. sûr. Voilà. Donc même moi, je connais le nom de Ouais, Rachid Rachid Taha, Taha. et elle ne saurait pas quel est le GUD. Mais les gens, ils voient très bien qu'on se fout de leur gueule. Rachita, 12 francs, il Voilà. a pris traîner, c'était Voilà. formidable. 12 France, voilà. Ouais, très belle version. Et donc, la théorie du complot, que je ne partage pas, est alimentée par
ces zones d'ombre mises par les politiques. Alors, il y a un autre truc aussi, t'es connu quand même, tu portes que des t-shirts. Ouais. Hein, et pourquoi? Parce que c'est ton... D'abord parce que c'est pratique. Ensuite parce que j'en mettais dans la vraie vie. Et voilà. T'en as combien? Tu dois en avoir Je dois avoir 300, non, pas des milliers, je dois avoir 300 ou 400. Non, parce que je t'ai déjà vu assez souvent, mais t'as jamais le même. En plus. Ah bah non, mais 300 ou 400, c'est normal, ouais. Ouais, ça peut faire tourner. Ouais. Aujourd'hui, t'as un très beau t-shirt de Joy Division. C'est un groupe que t'aimes ou... Pas plus que ça. Mais alors, Joy Division, c'est pas dans mes 10 groupes préférés, mais c'est dans mes 100. Mais le graphisme est tellement génial. C'est super. Comment il s'appelle le mec qui appelle graphisme? Justement, j'ai oublié son nom. Rachita. Non, c'était pas Rachita. non, c'était un... Ça m'est revenu, mais l'autre jour j'ai vu un sujet sur lui. Designer anglais très connu de extraordinaire. l'époque. Mais c'est le plus j'en ai parlé ouais. encore ce week-end en Angleterre avec un copain. J'ai oublié, tu vois, c'est pas... Voilà, mais j'ai bossé avec des gens incroyables. J'ai bossé avec Neville Brody. Neville Brody. C'est aussi... Neville Brody, c'était le mec qui a inventé The Face et il bossait Actuel. Et il a refait la maquette du Face. Et le mec, il avait un truc que j'adorais. Rien que ça me rend dingue. Moi, j'aimais bien les maths. Moi, j'ai fait des maths et de la physique. Et je trouve que le summum, c'est pas d'être footballeur. Footballeur, t'as ton nom sur le maillot. Mais le summum, c'est Blaise Pascal ou c'est Monsieur Volta. C'est que ton nom soit une unité. Ouais, c'est que tu dis, t'as des Volts, t'as des Pascal, tu vois. Alors Volta, est-ce que c'est vraiment lui l'inventeur? Volta, il a inventé la pile électrique. Ouais, parce qu'il y avait... Ah oui, sinon c'est Edison. Non, après il y a Watt. Était... Non, après il y a Watt. Non, mais Volta, il est bien avant Edison. Volta, c'est un Italien qui est de mémoire, c'est un mec de Côme, mais je suis pas sûr. T'aurais bien aimé être footballeur aussi, non? J'aurais bien aimé, mais le niveau, il est trop difficile. Trop élevé. Tu suis toujours le foot de près. Ouais. Ou... Mais attends, je te racontais juste le truc de génial, c'est que Neville Brody, il y a des caractères qui s'appellent du Neville Brody. Ouais, bah ça c'est la grande classe. Voilà, là c'est comme le Garamond, etc. Voilà, le Garamond, c'est pas personne. Si, je crois que c'est un nom. Non, pas tout à fait. C'était un moine Garamond, on ne sait pas s'il a vraiment existé. C'est pas l'inventeur de la typo, le Garamond? Je le jure pas. Je te dis pas non, je te dis pas oui. Mais Garamond, c'était un moine, mais pour moi, c'est du 17e et du 16e siècle. Oui, c'est ça. Non, mais je pense pas qu'il l'ait déposé à l'INPI. Ah non, ça m'étonne. Alors que Brody, si. Ouais, Brody, il a tout déposé. Comme un gorille. Il a bien eu raison. Comment? Ouais. Il a bien eu raison. Mais moi, si j'avais déposé Zapping. Ah bah, tu serais riche, là. Non, je serais pas riche, mais je toucherais une petite royalty. Ouais, tous les ans, tu gagnerais de l'argent en dormant, c'est quand même un peu comme avec tes livres, d'ailleurs. Non. Ça marche bien, tes livres. Ça marche, mais ça marche pas comme les vrais livres qui marchent vraiment. Moi, je fais des livres, quoique j'ai quand même été traduit en coréen, mais ce qui est vraiment fou, c'est les romanciers. Ouais, les Musso, etc. Ouais, ou même, je pensais même pas à ça. Je pensais à Amélie Nothomb. Quand tu es traduit dans 30, 50, 60 pays. Ouais, et puis t'en sors un tous les ans, donc ça te fait un fond de roulement qui est formidable. Mais même si tu le fais pas, c'est juste complètement dingue. Un jour, j'ai interviewé, ça m'a halluciné, puis le plus fou, c'est la musique. Un jour, j'ai interviewé Alice Donna. Et Alice Donna, c'était pour France Info. Elle a fait toutes les musiques de Serge Lama, notamment Je suis malade. Et je dis, mais ça rapporte combien? Elle me dit, ça rapporte, c'est pas rien, mais c'est pas dingue, quoi. Ça fait un petit à côté. Je dis, ah bon? Je dis, mais par exemple, Je suis malade. Alors elle me dit, je suis malade, je sais pas. Je dis, mais à un ordre de grandeur. Alors je dis, j'ai reçu Patrick Hernandez, tu sais, qui a fait Born to Be Alive. Lui, il touche 10 000 francs par jour, il touche 1 500 € par jour. Par jour. Tu vois ce que c'est? En dormant, tranquille. 1 500. Ouais. Elle me dit, non, mais je suis malade. Je dis, donc c'est 1 500. Elle me dit, ah non, c'est pas du tout ça, moi, je suis malade, c'est quoi? C'est 6 000, 8 000 € par mois. Oh. Putain! Pas mal. Putain, si j'avais ça, ouais. Tu dirais, ah, j'ai un petit à côté. Non, mais c'est génial quand même. Alors, les droits d'auteur musique, c'est juste complètement fou. Bah oui, c'est comme tu vois, j'ai un copain, Patrick Coutin, j'aime regarder les filles, ça fait. Il gagne toujours avec ça? Il gagne toujours de l'argent avec ça. Et il a fait que ça. Donc, c'est con, il a fait 8 albums, mais tout le monde se souvient. Non, mais il a fait que ça qui continue à vendre. Il a fait que ça qui continue à vendre. Et moi, dans mon iPod, j'ai un seul titre de lui, c'est celui-ci. Bah oui, parce que c'est le plus connu, c'est peut-être le mur. Bon, ouais. C'est le légendaire. Bon. Alors, c'est quoi tes groupes préférés, justement? J'en ai 2. Led Zeppelin. Mais si on part sur la musique, là il faut qu'on déjeune. Et Kraftwerk. Et Kraftwerk, ils m'ont fait un truc absolument dingue. Non, mais Kraftwerk, il m'est arrivé un truc dingue. C'est que l'an dernier, sur Europe, j'avais une émission qui s'appelait Village Média. Et on cherchait des génériques. Et j'ai fait un truc de fou. Je me suis dit, allez, je tente. Et j'ai fait un remix de Kraftwerk. Donc je suis allé j'ai écouté tout Kraftwerk, j'ai l'intégrale. Et j'ai fait des mix. Donc ils m'ont dit, c'est super. Mais après, il y a l'étape d'après. C'est que Kraftwerk refuse tout, parce qu'ils veulent pas. Et donc j'ai rencontré Ralf Hutter, par hasard, parce que j'étais
au prologue du Tour de France à Düsseldorf. C'est un dingue de Ils avaient un vélo. concert, ouais. C'est des dingues de vélo. Et on sympathise, on fait une émission ensemble avec Christian Prudhomme, et je lui raconte ça. Et imagine, je lui ai dit que je voulais faire ça, il voulait pas me donner son portable, donc on se parlait par mail. Et après, il m'a donné son portable, et quand j'étais en vacances, pendant le mois de juillet, j'ai remixé du Kraftwerk et j'ai fabriqué un générique. J'ai fait 4 génériques, j'ai envoyé, il m'a dit c'est bon, ok, je valide. Et donc c'est bon, c'est passé. Ouais. J'avais entendu d'ailleurs. Voilà, et je trouve ça juste complètement Ça, dingue. c'est une belle histoire. Voilà, je pense que ça peut faire la chute. Là, t'es arrivé à ton rêve. C'était un peu ton rêve, tu l'as fait. Non, parce que le vrai rêve, c'est pas ça, justement. Le vrai rêve, c'est pas d'utiliser Kraftwerk, le vrai rêve, c'est d'inventer. Et c'est inaccessible. C'est comme moi, j'adore Godard, mais c'est inaccessible d'écrire à sa place. C'est inaccessible. Moi, j'adore Vialat, c'est intouchable. Bon, bah, t'es Philippe Vandel, tu restes Philippe Vandel. C'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Mais après, il faut pas être dans l'hubris, il faut connaître son niveau. Bon, bah, super, Philippe. Merci beaucoup. Merci à toi. Et écoute, à très Bonne vite. route. Ouais. On peut s'en ressortir. Hein. Chères auditrices, chers auditeurs, merci d'avoir écouté ce 8e épisode de Ça reste entre nous. Il revêt pour moi une tonalité toute particulière, car il était enregistré quelques heures après la mort d'un très cher ami de 30 ans, Dick Rivers, dont la sale maladie ne lui a pas permis d'enregistrer un épisode de Ça reste entre nous, ce que je regretterai éternellement. Bonne route mon Dickou.